Moi, président, je suis arrivé au Sirpin il y a 15 ans et je suis heureux d'en assurer la direction depuis bientôt 2 ans. Moi, président, c'est pas mal, non? Ça sonne, c'est peut-être bon en plus pour ma réélection, non, Agnès? On ne savait pas que tu te représentes. Bah, moi non plus, mais enfin bon. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous remercier car vous avez été très nombreux à vous inscrire, même encore jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas été comptés par le traiteur, on va vous remettre un petit kit discret pour partager quand même le cocktail avec nous. 2 graissins, une petite bouteille de cristalline et puis un bounty. Voilà, sympa le Sirpin, j'espère que ça vous plaira un petit peu plus sérieusement. Je voudrais vous dire qu'on est vraiment très heureux de vous accueillir, que vous soyez présents ce soir à cette manifestation. Je remercie également celles et ceux qui ont participé de diverses manières, de diverses façons au travail que nous allons vous présenter ce soir. À savoir, tout d'abord, la Directe et le Fonds social européen. Pôle emploi, l'Alliance numérique dont vous avez peut-être entendu parler en ce moment, qui regroupe Akinum, l'ADESO, Bordeaux Games, PEBA, ProLibre, Topos, l'AEC, donc diverses associations. On va juste passer les diapos au fur et à mesure. Non, appuie dessus. Il faut que j'appuie. Voilà. Hop. Là, t'as saute tu remercies, là, c'est mieux. Voilà. J'aimerais également remercier, c'est vrai qu'on voit les logos, c'est un petit peu mieux. J'aimerais également remercier la direction des technologies de l'information et de la communication de la région Aquitaine, la Fédération Eben qui est représentée ce soir, Éthique 47, NTIC 24 qui est là aussi, ainsi que toutes les sociétés et organismes de formation qui ont pris en fait plus de 2 heures à répondre à notre enquête. J'oublie pas bien sûr tous les adhérents du Sirpin, les membres du bureau qui ont travaillé pendant des mois pour la réussite de cette soirée. Merci à vous tous. Vous êtes tous présents ce soir. Alors ce soir, en fait, vous venez d'horizons très différents, mais vous avez tous un point en commun. Que vous soyez universitaire, étudiant, patron d'entreprise, demandeur d'emploi, dirigeant d'un centre de formation, vous avez ce point en commun. Que vous arriviez d'un cabinet de recrutement, d'un organisme de reconversion, d'une mairie, d'une collectivité, d'une instance régionale ou nationale, vous avez également ce point en commun. Cet élément que vous partagez, en fait, c'est une qualité et c'est l'anticipation pour moi. D'abord, l'anticipation un petit peu au sens de la science-fiction, parce qu'effectivement, vous touchez de près ou de loin à l'informatique et au numérique, et parfois, l'informatique et le numérique, on a l'impression de nager un peu en pleine science-fiction, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont encore été cherchés? Comment ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bref, tous les jours, on a un peu l'impression qu'Asimov est à notre porte. Mais je dirais que vous êtes surtout dans l'anticipation au sens propre parce que vous n'êtes pas des suiveurs. En fait, vous n'êtes pas là à regarder les trains passer. De plus, si vous recrutez, c'est que vous anticipez, vous voulez faire les bons choix parce que recruter, c'est choisir des hommes et des femmes. Derrière, c'est des familles et ces personnes-là, évidemment, ce n'est pas des variables d'ajustement. De plus, nous sommes dans une conjoncture économique tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, peut-être pas aussi tendue que l'ambiance qu'il y a entre nos 2 amis Placide et Museau à l'UMP en ce moment, mais enfin bon, c'est quand même un peu tendu. Si je crois le Syntec, d'ailleurs, qui vient de communiquer il y a quelques jours, 2013 pour le marché de l'informatique et du numérique, ce sera moins de 1% de croissance. Donc, il va falloir bien recruter, bien anticiper et bien se bouger. Si vous êtes là ce soir, vous êtes aussi peut-être plutôt dans le domaine de l'information, de la formation. Vous souhaitez donc communiquer des bonnes données, parce qu'il en va quand même de votre conscience professionnelle, il en va de votre responsabilité. Donc, vous anticipez, vous donnez au bon moment, à la bonne personne, la bonne information pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Enfin, si vous êtes étudiant et demandeur d'emploi, vous êtes présent ici aussi ce soir, vous avez aussi cette qualité, vous souhaitez anticiper parce qu'évidemment, vous ne voulez pas vous diriger vers une voie de garage. Ça se comprend bien.
Ce soir, donc, le Sirpin va vous aider à connaître quels profils sont attendus par le numérique en Aquitaine pour les futures années. Au fait, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Sirpin. Donc, pour mettre tout le monde à l'aise, on va dire que vous le saviez tous. Et puis que, je ne sais pas, peut-être certains en arrivant sur le parvis de la Cité mondiale se sont fait flasher la mémoire par les Men in Black. Donc, je vais remettre les pendules à zéro. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel et vous dire ce que c'est que le Sirpin. Le Sirpin, c'est le syndicat régional des prestataires de l'informatique et du numérique. Régional, c'est le Sud-Ouest. C'est un syndicat qui regroupe des prestataires, vous l'avez bien compris, en informatique et en numérique, qui vendent du matériel ou des logiciels, qui proposent des services de formation, de maintenance, de la régie, mais aussi des services qui tournent autour du web. On a vu ce que c'était que le Sirpin, et pour l'histoire, il a été créé, le Sirpin, en 1967. Là, je vois pas de réaction, mais vous êtes en train de vous dire, attendez, la micro-informatique, 1967, là, il gnognote complètement, le président Plumereau, là, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, effectivement, on a commencé à voir les micro-ordinateurs que dans les années 80, parce qu'en fait, Bull et R2E, qui avaient été rachetés par Bull, les a inventés en 72-73, donc forcément, en 67, la micro-informatique, elle n'était pas là. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'avant la micro-informatique, il y a eu l'informatique, évidemment, qui a été inventée en 1936, figurez-vous, par un Anglais qui s'appelle Turing. D'ailleurs, c'est pas surprenant, parce que les Anglais, ils font tout à l'inverse des Français. Nous, en 1936, on a inventé les congés payés. Eux, ils ont inventé l'informatique, et on sait tous que l'informatique, c'est pas les vacances. J'ai vu d'ailleurs en préparant mon discours que peu après son invention, figurez-vous, Turing il s'est suicidé. Alors je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû voir dans une boule de cristal les millions et les millions d'utilisateurs en train de perdre leur sang-froid, de pester, peut-être devant un PC sous Windows qui met 10 minutes à démarrer. On ne sait jamais. En fait, pour vous dire la vérité, Turing, il n'était pas vraiment hétérosexuel, et dans l'Angleterre de 1936, on n'avait pas vraiment le choix entre le Pax et le mariage. À l'époque, on choisissait entre la prison et la castration chimique. Pas très très sympa. Turing a choisi la deuxième solution. Il a tenu 2 ans et il s'est suicidé. Ça y est, je crois que je viens de plomber la soirée, là. Bon, avançons jusqu'à 67, la date de création du Sirpin. C'est l'âge où les sociétés se sont équipées avec des gros ordinateurs. Ils étaient très très motivés. Il fallait beaucoup de courage à l'époque, parce que 1952, un petit peu avant, IBM sortait son premier ordinateur pour la défense américaine. Cette même année, en 1952, ils mettaient en chantier la production d'une 50aine de gros ordinateurs, alors qu'ils avaient appelé AN/FSQ7. Voilà, bon, pas terrible le marketing produit chez IBM en 52. Il y avait quelques progrès à faire. Alors, cet ordinateur, en 52, il marchait avec des tubes, comme la télévision chez Mamie, quoi. La télé, elle fonctionnait avec 10 tubes, donc en février, on regardait Jean Noin avec la fenêtre ouverte, ça c'est clair. Et l'ordinateur IBM, lui, c'était 75 000 tubes, figurez-vous. 75 000 tubes, donc à mon avis, au service informatique, il devait travailler en slip. C'est pas possible autrement. L'ordinateur IBM, il n'était pas non plus question de le bouger, parce que, à moins que vous ayez des bandes d'esclaves égyptiens qui faisaient les pyramides, la machine, elle pesait 275 tonnes, donc forcément, on ne peut pas la bouger, quoi. Pas question non plus de payer la facture d'électricité sans prendre une bonne rasade de gaz hilarant, parce un ordinateur, lapsus révélateur, un ordinateur comme ça, c'était 750 000 watts de consommation. Donc, pour faire un petit ratio, les nouvelles lampes qu'on a maintenant à la maison, c'est 11 watts, grosso modo, les ampoules économiques, comme on dit.
Moi, j'appelle ça les ampoules Windows aussi, parce qu'elles mettent 10 minutes à démarrer. Revenons à nos moutons, parce que je pars un petit peu en digression. Là, en 67, donc, les entreprises informatiques du Sud-Ouest fondent le CIRPin. Le CIRPin, à l'époque, c'était plutôt un groupement d'achat. Les entreprises se sont regroupées pour acheter du papier listing, des cartes perforées et tout ce qui tourne autour du papier et de l'informatique. On saute très vite de 67 à 2011. Pourquoi? Parce que je n'étais pas président. Donc, voilà, on passe vite. Alors, quelles sont les missions du CIRPin? Le CIRPin, c'est rassembler des prestataires informatiques pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils montent, pourquoi pas, des business complémentaires. C'est faire intervenir des spécialistes, des avocats, des experts comptables, des assureurs, des institutionnels, mais c'est aussi faire intervenir des fabricants, des éditeurs de logiciels. Et tout ça, pour nous, membres du CIRPin, proposer à nos clients des services de qualité, des nouveaux produits, et puis rendre leur système d'information toujours plus performant. Le CIRPin monte aussi des actions, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y avait une vraie pénurie de bons commerciaux en informatique. Donc, première possibilité, c'était de prendre des commerciaux ailleurs et puis de les former. Alors, on a un petit peu réfléchi. On va prendre peut-être le commercial qui lâche rien, celui qui a un peu le style de chez Cuir au but, on va dire, je ne vais pas citer d'enseigne, celui qui vous accroche pendant 2 heures pour vous vendre un canapé à moins 70% parce que le directeur commercial est là aujourd'hui, qu'il n'y a que lui qui peut valider la remise, etc., etc. Et puis au final, vous passez 2 heures, appuyez fort, il y a 3 carbones et c'est plié. Si le membre CIRPin, lui, il a un showroom et puis il se dit non, je vais pas prendre le commercial qui a un peu profil cuir au but, je vais prendre plutôt celui qui a le profil d'Artorama, on va dire. Hein. D'Artorama, c'est le commercial anguille, celui qu'on met à peu près un quart d'heure à trouver à 3 dans le magasin. Hein. Celui qui vous répond nonchalamment avec des onomatopées, genre on dirait qu'hier il a été vacciné au jus de nouilles, enfin bon, c'est insupportable, quoi. C'est lui en fait qui va vous vendre une solution informatique qui n'est pas du tout adaptée à votre besoin, mais c'est la solution informatique sur laquelle il a des chèques cadeaux par son chef de rayon, donc forcément ça l'intéresse. Vous avez bien compris. C'est pas possible, on ne peut pas recruter des commerciaux comme ça. Donc en fait, au CIRPin, comme en plus on respecte une charte, cette charte d'ailleurs vous la trouverez dans le petit annuaire que je vous montre et qu'on va vous remettre à la fin. Donc les membres du CIRPin respectent une charte et il nous faut une solution qui tient la route, enfin il nous fallait une solution qui tient la route pour ces futurs commerciaux. Il y a de ça maintenant 5 ans, puisqu'on est à la 5e promotion. Donc, pour ces futurs commerciaux, on a décidé de monter une licence professionnelle en partenariat avec les universités, un certain nombre de représentants ce soir dans cette salle, des gens qui viennent de tous les horizons, qui ont des dossiers en béton, qui ont un bac+2 et qu'on intègre ensuite sur entretien. C'est des personnes, des étudiants qui sont en alternance ou en contrat d'apprentissage dans nos sociétés. Ils en ressortent avec un diplôme européen, avec une solide formation et une très bonne expérience professionnelle, évidemment, parce qu'ils sont dans nos entreprises. Donc forcément, ils ont une bonne expérience. L'objectif de nos entreprises informatiques, c'est bien sûr de les garder, de les intégrer et de leur faire grimper les échelons au fur et à mesure, jusqu'à, pourquoi pas, prendre la place du calife à la place du calife, quoi. La dernière action en date, et j'en terminerai par là, c'est celle que nous allons vous présenter, enfin surtout vous leur présenter ce soir. C'est effectivement cette restitution de l'enquête. Donc je vais passer la parole à mes amis et confrères du CIRPin, à Agnès Passot, vice-présidente du CIRPin, qui dirige le groupe Aquitaine, Aliénor. Rémi Carayon, également du CIRPin, la société Antéis.
Jean-Charles Duplat, vice-président du CIRPIN, c'est la société AFIB, d'autres sociétés aussi, mais on ne va pas les citer toutes parce qu'on y passerait la soirée. Et puis enfin, Stéphane Giraud, à qui je vais laisser la parole, qui est notre premier vice-président et patron de Gédis Informatique et d'Axilia Recrutement. Alors, bon, vous êtes en train de vous dire vice-président, premier vice-président, il y a que des présidents avec des vice-présidents, quoi. Hein. C'est pas le CIRPIN, c'est la mairie de Cavaillon. Ils ont tous le melon, quoi. Hein. C'est pas possible, quoi. Alors, en fait, figurez-vous qu'on a des statuts qui sont un petit peu vieillissants, un petit peu comme les statuts de nos amis Placide et Museau dont on parlait au début, n'est-ce pas? Donc il va falloir qu'on les dépoussière un petit peu, mais ça, ce sera pour 2013. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous retrouve pour les questions-réponses et je passe la parole à Stéphane Giraud. Merci. Merci Jérôme pour cette brillante présentation. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Pour ce faire, vont intervenir dans un premier temps Jean-Charles Duplat qui va vous parler des objectifs de cette enquête, de la méthodologie qui a été employée et des profils des répondants, mais dans les grandes lignes. Ensuite, Rémi Carayon va nous faire un zoom sur les métiers donc des entreprises qui ont été interrogées. Et Agnès finira cette présentation en faisant un focus plus particulier sur les aspects de recrutement et sur les enjeux liés à chaque grande famille de métiers, puisque donc on a fait cette étude sur 3 grandes familles de métiers. Voilà, donc Jean-Charles, à toi de démarrer. Tu as tes notes? Oui, attends, tout ça, tu veux lire? Je fais ménage. Voilà, alors. Mes confrères n'ont pas su appuyer sur le bon bouton. Non, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Et j'appuie où après? J'appuie où? Non, mais viens me montrer, parce que ça, c'est ta diapo, mon cher. Tiens. C'est ta diapo. Non, qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Donc voilà, je vous présente, moi, les 3 premières parties, les objectifs de cette enquête, la méthodologie, profil des répondants. Et puis, zoom sur les métiers de l'enquête, c'est Rémi et Agnès qui vous en parleront. Voilà. Alors, je vais appuyer sur le bon bouton, on va voir. Les objectifs. Bon. Alors, les objectifs, bien, c'est de vous parler, vous professionnels. Alors, vous avez vu, est-ce que quand je me recule, vous m'entendez? Ça va? Bon. Oui? Non? Bon. Bon, vous avez vu qu'au CIRPIN, on a de l'humour, hein, vous avez vu le président, mais on sait aussi travailler, il a essayé de vous le dire, je ne sais pas s'il est complètement arrivé, mais en fait, on s'est aperçu qu'il y a 3 métiers dans la profession informatique qui sont sous tension. Les développeurs, parce que quand on cherche un développeur, on ne l'a jamais sous la main, ou ce n'est pas la bonne techno. Ensuite, alors ce que vous avez, et dans toutes les slides, vous allez voir sécurité, parce que c'est sécurité, système et réseau. En fait, c'est les infrastructures. Hein, mais chaque fois que vous verrez sécurité, pensez infrastructure, système et réseau et sécurité. Parce que quand on cherche un ingénieur bien formé à la bonne techno, là aussi, on a du mal. Et puis, il y a une 3e catégorie, évidemment, qui monte. C'est tout ce qui est le web business. Alors là, j'ai rencontré, tiens, ça existe, hein, madame, messieurs, il y a un community manager de la presse qui était là, j'ai rencontré, en faire de la pub, c'est le community manager d'Objectif Aquitaine. Bon, voilà, on va parler de ça et on en a rencontré dans notre enquête. Donc voilà les métiers, le focus que l'on va faire sur ces métiers. Alors, j'appuie sur le bon bouton. Voilà, tout va bien. Alors, on a utilisé, et là, on essaye de devenir sérieux, toute une méthodologie. Alors, aidé aussi, Jérôme vous l'a dit rapidement, mais effectivement, on travaille bien avec le domaine universitaire et les écoles. Je vous en parle dans un instant. Mais pour faire cette enquête, auprès de dirigeants et de recruteurs, on a d'abord mis au point une enquête, on va dire bêta, hein, ou V1, pour faire des tests.
Et on l'a testé auprès de 2-3 chefs d'entreprise et ou recruteurs. Et puis ensuite, on a fait une version V2, V3. Entre-temps, on est venu vous voir, je crois qu'il y a pas mal d'écoles et les universités, je les ai rencontrées tout à l'heure, qui sont ici. Donc on a testé aussi ce questionnaire avec les écoles et les universités. Et puis, une fois qu'on a été au point, entre mai et octobre, eh bien, là, on a rencontré 63 chefs d'entreprise et on les a questionnés. Qu'est-ce que vous recrutez? Quels sont les métiers? Alors, certains n'en recrutaient qu'un, développeurs, et puis d'autres, c'était les 3. Donc, ça fait des entretiens de 1 à 2 heures à peu près, minimum, chaque fois. On est passé par des systèmes d'analyse. Agnès, tu m'avais dit, il ne faut pas le dire, mais c'est SPSS, c'est ça. Voilà, technique, c'est Sphinx un peu mieux. Voilà, enfin, on a pris des outils informatiques, c'est normal. On est des cordonniers, mais de temps en temps, on sait à peu près bien se chausser. Voilà. Ensuite, vous voyez, j'y arrive, moi. Bon. Alors là, merci. Alors, j'en cite aucun, parce que sinon, je vais en oublier, mais c'est nos partenaires, écoles, universités, que l'on a rencontrés sur toute la région. Vous voyez celui là-bas à gauche, je ne cite pas, parce que sinon, mais il est tout à fait dans le sud de l'Aquitaine. Voilà, on a rencontré toutes les formations qui se font en Aquitaine. Qu'est-ce que tu dis, Stéphane? C'est à droite. Ouais, moi c'est à gauche. Oui, d'accord, c'est sur votre droite. Bon. Alors, au passage, et en particulier notre permanent qui tout à l'heure prenait des photos, Thierry Rouby, qui a fait pas mal d'entretiens, qui a rencontré, m'a dit surtout, tu dis merci à toutes ces écoles et tous ces responsables d'unités pédagogiques au niveau des universités qui nous ont excellemment reçus. Donc, merci à vous, ça nous a permis de faire l'étude que vous allez voir qui est assez complète. Alors maintenant, et rapidement, le profil des répondants, c'est les PME du Sud-Ouest, puisque c'est le CIRPA, donc je n'y reviens pas, le président vous a expliqué ce qu'était le CIRPA, à moins que vous vouliez peut-être que je vous réexplique. Sûr? Bon. Voilà, donc ce syndicat régional des prestataires informatiques et du numérique d'Aquitaine, eh bien, vous allez voir, ce sont des PME, mais on est à peu près maintenant, et c'est quand même une tendance du marché, à 80% dans le service. En 67, non peut-être pas, c'était des façonniers. En 67, c'était des façonniers. Et puis dans les années 80, il y avait beaucoup plus de distributeurs, ça devait être 50%. Là, c'est plutôt dans le service. Alors, services différents, web marketing et communication, c'est les nouveaux items du numérique. Et puis, vous trouvez tout ce qui est conseil, service, prestation, mais qui prend le pas sur la distribution. Et puis après, tout le développement. Mais voilà le panel, en tout cas, des métiers interrogés. Le profil des répondants. Alors, on n'a pas trop cherché parce qu'il y a beaucoup de PME, voire de TPE. Vous avez vu, on en a interrogé quelques-unes avec 0 salarié, c'est-à-dire c'est des petits cabinets avec une personne et sûrement que le responsable est TNS. Par contre, on a aussi quand même interrogé environ, ça représente 11% de 1 à 5 personnes. Et bon, le gros, on arrive à peu près à 80%, font de 6 à 50 personnes. C'est le tissu, en tout cas, de notre économie régionale. Voilà, donc on y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure dans le débat, mais voilà le profil. Et derrière, vous avez à peu près, bon ça c'est un titre indicatif, eh bien, le chiffre d'affaires de ces sociétés, inférieur à 1 million, on suppose que c'est les petites, mais vous allez voir la diapo. Là, je vous permets simplement de visualiser. Vous voyez que c'est assez réparti, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Et ce qui a attiré, quand on a préparé cette étude, eh bien, vous voyez qu'il vaut mieux avoir entre 10 et 20 personnes, puisque là, on fait tous les chiffres d'affaires qu'on veut. On fait moins d'1 million, on fait de 1 à 5 millions, on fait de 5 à 10, et on peut même faire
plus de 10 millions. On s'est posé la question, qui est-ce qui peut faire 10 millions? Eh ben, c'est plutôt des sociétés qui font de la distribution de matériel, puisque c'est le matériel qui va gonfler le chiffre d'affaires. Évidemment, pour les TPE et PME, on est plutôt en dessous d'1 million. Et puis, pour dépasser 10 millions, c'est plutôt les plus de 100 personnes qui font ce chiffre d'affaires. Voilà, ça vous confirme un petit peu le panel. Et puis alors, on s'est amusé à regarder un petit peu certains critères dans les recrutements. Hein, c'est important. Alors, vous allez voir, il y a des surprises. Agnès m'a dit de rien dire, donc je ne dirai rien. Alors ça fera partie du débat. Ça fera partie du débat. Voilà. On a beaucoup moins de femmes dans nos entreprises qui font de l'informatique, mais vous devez le rencontrer. Alors, il y a une question qu'on se posera tout à l'heure, mais déjà, je vous la livre pour que vous puissiez y réfléchir. C'est est-ce que c'est pareil dans les écoles? Est-ce qu'il y a moins de femmes qui font des études informatiques? On s'est posé la question parce qu'on a été un petit peu étonnés. On pensait qu'il y avait un équilibre un peu plus proche. Donc, voilà, la question est posée. Ça, plus de 50 ans, c'est pas trop embêtant, quoique. Vous voyez, 9% de plus de 50 ans. C'est embêtant pour la transmission, d'autant plus que dans la transparence suivante, des jeunes, on n'en a pas beaucoup. 3%, les apprentis alternants. Alors, dans l'étude, et on l'a vu, on a un moment, on demande, mais comment vous recrutez? On recrute des stagiaires. Alors le stagiaire, ce n'est pas un apprenti, ce n'est pas un alternant. Donc c'est pour ça que ce chiffre, il doit être un peu bas, le 3%. Mais c'est quand même symptomatique. Peu de plus de 50 ans dans nos entreprises et peu de jeunes ou de très jeunes, en particulier au niveau des apprentis, alors que tout le monde, de l'État à la région, y compris les instances patronales, veulent développer l'apprentissage dans nos entreprises. Alors aussi, une question qu'on avait posée. Alors ça, faut savoir que la règle légale, c'est 6%. Hein, donc là, on est en dessous. Mais c'est peut-être parce qu'on est sur des tailles de PME, voire de TPE. Hein, donc il y a moins de contraintes. Mais enfin, on a regardé ça et on a décidé qu'on essaierait aussi de travailler ça dans le cadre de notre charte. Et je crois que j'ai terminé et que je vais passer la parole à Rémi. Et je te mets la prochaine slide. Merci Jean-Charles. Donc effectivement, Rémi va faire la suite. Merci Jean-Charles. Donc on va rentrer dans les détails des résultats. Quand on va rentrer dans les profils des répondants, la question était quels sont les types de personnel qui composent notre entreprise. Vous voyez que la répartition est très équilibrée. Tous les métiers sont bien représentés dans les personnes qui ont répondu à l'étude. Je vous propose qu'on fasse un zoom sur chacun de ces profils. Donc vous voyez déjà, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est la faible proportion de juniors, 24 ici, par rapport aux profils plus expérimentés, que ce soit des ingénieurs ou des techniciens supérieurs confirmés. Donc je précise que là, nous sommes sur les profils de répondants, système, réseau et infrastructure, comme le soulignait Jean-Charles. Alors j'ai oublié de le dire, Agnès va me taper sur les doigts, il y a des gens studieux dans la salle qui prennent des notes. Pour eux, j'ai deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'on va vous communiquer les slides. Deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est sur une magnifique petite clé USB identique à celle-ci qui vous sera communiquée, qui sera donnée à la fin de la présentation. Donc ensuite, sur la prochaine donc, diapositive, vous voyez qu'on zoome sur les profils développement web. Donc sans surprise pour les gens qui connaissent bien cette branche, on a une forte proportion de chefs de projet, qui sont ceux qui animent effectivement le secteur d'activité. Voilà, donc c'est un point important. Sur les profils du développement non web, donc on est sur des technologies plus classiques du logiciel embarqué sur son ordinateur. Donc là aussi, vous pouvez le voir, peu de juniors.
Donc, est-ce que c'est lié aux technologies qui sont un peu moins à la mode? Est-ce que ce sont des technologies qui sont moins prisées par les jeunes diplômés? Là, on s'est posé la question. Donc ensuite, sur les profils des métiers du support, donc qu'on caricature souvent par des hotliners avec le casque à l'oreille. Donc ce qu'on peut constater, c'est un équilibre entre les postes qui sont des postes de pur support et des profils à plus forte valeur ajoutée, qui sont souvent méconnus dans ce qu'on appelle les métiers du support. Hein, on peut avoir, on ne parle pas seulement de hotliner niveau 2, mais des gens qui vont apporter une valeur ajoutée dans le support technique et une vraie expertise. Donc maintenant, on va regarder les métiers, les métiers des commerciaux, donc, qui étaient concernés par la licence professionnelle auquel le CIRPA a contribué à la création. Donc là, on voit une vraie difficulté à intégrer des profils juniors. Donc dans nos métiers qui sont très techniques, une bonne maîtrise des solutions s'impose, certes, mais c'est un enjeu de taille pour les professionnels du numérique que de recruter des jeunes qui vont pouvoir prendre le relais des commerciaux seniors actuels. Il faut prendre la relève. Alors, la licence professionnelle vise à combler ce manque, mais ne suffira pas à résoudre le problème. Ce n'est pas parce qu'on fait des technologies qu'elles vont se vendre toutes seules. Donc ensuite, si on zoome sur les métiers administratifs, vous verrez que sans grande surprise, il y a une bonne diversité et un équilibre dans les différentes fonctions entre la comptabilité, assistante de direction, assistante administrative, etc. Donc là, les proportions sont bien respectées. Alors maintenant, on va s'intéresser à un point qui sont les profils métiers, marketing et web. Alors, petite particularité, là, on s'adresse à... Les personnes qui ont répondu à l'étude sont des prestataires de services. Or, ces métiers, on les retrouve surtout chez les clients de ces prestataires, puisque ce sont des community managers, ce sont des intégrateurs, des rédacteurs web, des gens qui s'occupent du web marketing. Et donc, la répartition a été sans grande surprise. Hein, c'est très rare de trouver c'est assez rare de trouver ces professionnels uniquement chez les prestataires. Alors, une diapositive qui va mériter qu'on relise la question qui a été posée aux personnes qui ont répondu. Pour effectivement que vous compreniez bien le domaine, parmi les domaines ci-dessous, lesquels concernent ou sont essentiels pour votre entreprise. Donc les domaines, ce sont ceux que vous voyez. Il y avait une note importante, c'est que le développement ici est entendu au sens général. Il comprend aussi bien la programmation au sens classique que le développement web. Le web business est une catégorie générale comprenant les activités liées spécifiquement à Internet, hormis donc le développement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une dominante des entreprises spécialisées dans le développement dans notre tissu, mais que les autres professions sont respectablement représentées. Donc la question 7, on va également la détailler. Alors, la question 7, y a-t-il selon vous une activité ou un domaine informatique qui entraînera des évolutions significatives dans les prochaines années? Donc, on est au cœur du débat. Qu'est-ce qui marche? C'est une question ouverte qui a été posée aux entreprises et qui a ensuite été reclassée en grandes catégories. Donc là, ça nous éclaire sur les gisements d'emploi à venir. Donc là, si vous faites partie des écoles ou des demandeurs d'emploi, forcément, cette diapositive va encore plus vous concerner. Donc vous voyez, c'est une actualité que le cloud et l'hébergement se taillent la part du lion, suivi de près par la mobilité, avec une particularité de ces deux domaines, c'est qu'ils sont transverses, donc on va les retrouver sur de nombreux domaines d'activité. Donc il y a ensuite la sécurité, le stockage de données, l'Internet objet, le big data sont vraiment des sujets qui concernent pas seulement les grandes entreprises, mais également le tissu des PME locales. Alors cet intérêt a été également confirmé par les entretiens que nous avons réalisés avec les écoles, puisqu'ils nous ont confirmé qu'au travers des remontées des entreprises, des demandes de stage, des offres d'emploi, on avait
un gros intérêt des entreprises sur ces deux principaux domaines. Donc là, les mêmes chiffres, mais présentés différemment, puisque là, on le couple au chiffre d'affaires pour se demander, est-ce que ces deux domaines-là sont le seul fait des grosses sociétés prestataires? Eh bien, pas du tout, puisqu'on s'aperçoit que ces deux domaines impactent des sociétés qui réalisent, concernent des sociétés qui réalisent des chiffres d'affaires qui ne sont pas le fait de grands groupes ou de grosses PME. Donc c'est un point intéressant. Il y a des gisements d'emploi dans des PME sur des domaines d'activité d'avenir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on va se pencher, on va faire un petit flashback. On a demandé aux entreprises comment ont évolué leurs effectifs récemment. Donc c'est le passé. Au niveau du développement, alors vous voyez que le camembert rouge représente des diminutions. Donc on est clairement sur un marché en tension avec des entreprises qui constatent dans le domaine du développement pour moitié que les effectifs ont augmenté. Qu'en termes de sécurité, alors c'est un peu moins marqué que sur les deux autres domaines, mais que malgré tout, il n'y a pas de diminution. Au mieux, on est stable et sinon, on croît pour le tiers d'entre elles. Et sur le web business, les effectifs ont également progressé. Donc ça, c'est le passé. Maintenant, l'avenir, pour anticiper. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises du secteur n'anticipent pas de diminution d'effectifs. Elles anticipent majoritairement des augmentations d'effectifs. Vous voyez qu'au niveau du développement et du web business, malgré la crise, on continue à envisager des croissances d'effectifs. Dans le domaine de la sécurité, que je requalifie une nouvelle fois dans les métiers des systèmes, des réseaux et de la sécurité, il y a des perspectives positives, moins marquées dans les autres domaines, mais il y a des bonnes perspectives également. Alors ensuite, un des lieux communs, c'est que les entreprises ont du mal à recruter. Alors, on n'arrive pas à trouver les bons profils. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors oui, c'est vrai. C'est vrai à 60%, puisque c'est soit assez difficile, soit c'est difficile. Et c'est un chiffre qui nous a confirmé ce que l'on ressent dans nos entreprises, c'est que quand on cherche, on a du mal à trouver le bon profil. Donc ensuite, on va éclater cette réponse sur nos trois domaines. Donc on s'aperçoit que les problématiques sont différentes, puisque c'est très difficile dans le domaine du développement. Donc si on ramène ça au potentiel d'emploi, ça veut dire qu'on manque de profils qualifiés dans les bonnes technologies. Dans le domaine du web business, c'est plus facile. Donc visiblement, il y a une meilleure adéquation entre les profils qui arrivent sur le marché et les attentes des entreprises. Et par contre, dans le domaine de la sécurité, là aussi, c'est difficile de recruter des profils dans les systèmes, les réseaux également. Donc là, on s'aperçoit dans les métiers du développement qu'on a un décalage entre les profils qui arrivent sur le marché et les demandes des entreprises. Donc on va s'interroger sur les raisons. Est-ce que c'est en raison d'une formation inadaptée? Pas forcément. Est-ce que c'est un problème de manque de candidats avec le profil souhaité? C'est surtout ça. Et si on regroupe, en gros, la réponse qui consiste à dire les gens ont une mauvaise connaissance du métier et il n'y en a pas assez, on arrive aux 3/4 des résultats. Voilà le constat pour les métiers du développement. Alors, la question que l'on s'est posée, c'est est-ce que c'est un problème lié à l'image des sociétés de services et d'ingénierie, des SS2I? Est-ce que c'est un manque d'attractivité des PME? On en reparlait régulièrement entre nous. Les jeunes qui sortent de formation ont tendance à se précipiter vers les grands groupes, les grandes SS2I, et n'ont pas forcément le réflexe de se tourner vers les PME, PMI. Ça peut être aussi un problème au niveau des jeunes qui ont du mal à mettre leurs compétences en avant. Donc, aux jeunes, on a envie de dire foncez. Les PME sont là pour vous accueillir sur cette branche du développement. Donc là, de nouveau, une question ouverte qui mérite qu'on la détaille.
quels sont les critères ou prérequis principaux qui influent sur vos recrutements en soit développement, sécurité ou web? Donc là, il faut éviter de se laisser abuser par le premier résultat. Pour vous faciliter la lecture, on a regroupé deux grands domaines. En rouge, en gros, le savoir-faire, et en bleu, le savoir-être, la personnalité. Donc vous voyez que la première réponse, c'est les compétences techniques. Oui, bien sûr, c'est le réflexe. Mais quand on regroupe les capacités personnelles, la capacité à travailler en équipe, le savoir-être, on arrive à un résultat qui est plutôt majoritaire. Donc ça, c'est une leçon, c'est que les gens du développement, on s'imagine que ce sont des gens qui doivent être enfermés dans un cachot, à coder, attachés au radiateur, sans aucune relation avec le monde extérieur. C'est fini. C'est une caricature. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont un réel savoir-être et qui savent travailler en équipe. Donc ici, sur la facilité à trouver du personnel compétent pour les métiers donc de l'infrastructure. Donc pourquoi avez-vous du mal à recruter? Donc là, on a un cruel manque de profils avec le profil adapté. On a également des formations inadaptées qui sont remontées par les entreprises. Alors, les connaissent-elles toutes? C'est une question que l'on peut se poser aussi. Mais voilà, la remontée terrain, c'est majoritairement un manque de candidats. C'est un métier qui est un métier de l'ombre pour beaucoup. C'est-à-dire que le métier du web, le métier du développement, c'est une activité de création. Ce sont des métiers qui, pour en faire partie, sont également très gratifiants. Donc il ne faut pas négliger cette voie-là. Et je pense qu'il faut la promouvoir au niveau des jeunes. Donc ici, sur la facilité à trouver du personnel compétent au niveau de ces métiers-là, donc on retrouve, alors là, c'est plus marqué au niveau des compétences techniques. Oui, c'est vrai que ces métiers de l'infrastructure requièrent des compétences pointues qui évoluent beaucoup. Néanmoins, les capacités personnelles sont importantes. On voit que les compétences techniques et l'expérience professionnelle sont des facteurs clés de recrutement. Donc au niveau du web business, ils sont contents. Voilà. En gros, ils arrivent à trouver contrairement aux deux précédents domaines, ils arrivent à trouver des profils. Je ne vous cache pas que c'était une surprise pour nous. Parce que quand on recroise avec ce que l'on entend de nos confrères du CIRPin, Agnès peut en témoigner, c'est pas ces chiffres-là, mais il faut laisser parler les statistiques. Hein. Donc, ils trouvent. Alors, pourquoi ils trouvent? Parce qu'ils trouvent beaucoup de candidats avec le profil souhaité. Donc, bravo aux écoles et aux centres de formation. Visiblement, les jeunes ont une bonne image du secteur. Visiblement, faire du web business, c'est fun. Donc, ça marche. Une petite vigilance peut-être par rapport à la réalité du terrain, dans les faits, dans le domaine du web business aussi. Il paraît quand même que dans la vie quotidienne, c'est dur de retrouver des profils réellement adaptés aux besoins de nos entreprises. Donc ici, quand on s'interroge sur les capacités personnelles, là, on se retrouve devant les compétences techniques. Donc c'est des métiers profondément humains. L'expérience professionnelle compte beaucoup. Mais vous voyez que l'adéquation à la culture d'entreprise, c'est un facteur fort. Bon, c'est pas un scoop. Quand on est dans le web business, il vaut mieux véhiculer des images d'entreprise. Ça fait partie du job. Donc maintenant, comment on recrute? Comment les entreprises recrutent-elles? Comment déclarent-elles recruter? On va peut-être laisser faire Agnès maintenant. Je vais passer la parole à Agnès, parce que j'étais surpris moi-même de ne pas avoir de commentaires. Je dis, comment vais-je faire pour commenter cette slide? Je te confirme, c'est bien Agnès qui va prendre le relais. J'ai tellement de plaisir à être avec vous que je ne lâche pas ce pupitre. Merci Agnès. Voilà, donc par rapport aux questions, donc on s'est intéressé sur les modalités de recrutement et sur la connaissance entre les entreprises et le monde de la formation, qui est un des sujets qui nous intéresse particulièrement depuis plusieurs années au CIRPin. Et on leur a posé la question sur les modalités de recrutement. Donc je ne sais pas si Stéphane, si tu peux nous lire la question, peut-être c'est la question 15.
Tout simplement, quels moyens utilisez-vous pour recruter dans les métiers, soit du développement, de la sécurité ou du web? Voilà. Donc ici, on est en focus sur les métiers du développement et le premier mode de recrutement déclaré, c'est l'intégration suite à un stage ou un apprentissage. Donc on l'a vu tout à l'heure par anticipation, on a été relativement surpris parce que vous avez vu que dans nos entreprises, on a peu d'apprentis et d'alternants finalement, le nombre était relativement bas. Et donc on a été surpris de trouver en premier comme mode de recrutement. Alors on s'est dit pourquoi ils n'ont pas beaucoup d'apprentis mais ils en recrutent finalement beaucoup. On se dit que c'est beaucoup les stages. Donc effectivement, tout à l'heure, on était, vous vous souvenez, sur 1660 salariés, on avait, je crois, 3% d'apprentis, il me semble, hein, de mémoire. Donc on s'est dit, c'est plutôt vraisemblablement le vecteur stage, parce que si on n'était que sur les 3% de nos apprentis qui ont été cités tout à l'heure, les effectifs d'entreprise, on n'arriverait pas à faire ça. Donc ça, c'était une première surprise. Ensuite, alors globalement, vous allez trouver des thématiques aussi un petit peu colorées, le orangé étant la partie plus réseau, et le bleu plus des parties de sourcing un petit peu traditionnelles dans le recrutement. Donc on trouve en second Pôle emploi, donc je crois qu'il y a des gens de Pôle emploi ici dans la salle, donc ça veut dire qu'on pense régulièrement et c'est un réflexe naturel. Les réseaux relationnels arrivent en troisième position. Et puis ensuite du sourcing, alors là aussi un petit peu surpris de trouver des choses type le recrutement au travers de sites web, vous voyez, qui n'est pas dans les premières positions, hein, puisque Internet, on est dans les 8-9e positions. Donc finalement, curieusement, même si on est sur des métiers qui sont techniques, il y a quand même encore tout un tas de supports traditionnels et c'est des messages notamment à faire passer aux jeunes sur les modalités de recrutement. Sur les métiers de la sécurité, donc des choses un petit peu différentes avec le Pôle emploi, les réseaux relationnels là encore, donc c'est peut-être aussi une surprise parce qu'on ne s'attend pas forcément à avoir les réseaux relationnels sur ce type de métier qui jouent aussi fortement. La candidature spontanée, donc là aussi c'est des conseils à donner aux jeunes qui font de la recherche parce que c'est une source importante. Et puis le stage qui là n'arrive qu'en 4e position. Alors je vais peut-être déjà lancer des thématiques qui pourront peut-être venir dans le débat tout à l'heure parce que ça nous a aussi un petit peu interpellés. Peut-être qu'il existe moins de profils sur ces métiers qui sont supports de périodes de stage ou de périodes d'alternance. Donc je sais qu'il y a beaucoup de représentants des écoles et des centres de formation, donc ça sera peut-être intéressant tout à l'heure que vous puissiez vous exprimer sur la différence entre les métiers du développement et les métiers sécurité système réseau, où on a quand même des chiffres qui sont relativement significatifs. Sur les métiers du web, là on trouve les réseaux relationnels. Pas trop de surprise par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on verra dans la partie suivante. La candidature spontanée, puis le stage et les réseaux sociaux qui, là, remontent donc très, très, très nettement, qu'on a vu beaucoup plus loin dans les autres catégories de métiers. Mais ici, les réseaux sociaux, c'est vraiment un facteur de recrutement qui est important. Donc, c'est aussi un message à faire passer aux jeunes. Je pense que les entreprises, donc, c'est en 4e position, l'utilisent assez largement. Mais ne pas négliger sa présence sur Twitter et sur divers supports qui vont permettre de rentrer en contact et au moins d'être au courant des offres d'emploi. Ensuite, on a tous les supports de sourcing un peu traditionnels, l'approche directe, Pôle emploi, les cabinets de recrutement, les sites de recrutement, l'APEC, ça c'est lié au profil cadre, non cadre, les annonces, etc. Et là encore, curieusement, les sites de recrutement purement Internet arrivent quand même relativement loin, alors qu'on pourrait se dire que spontanément, on est dans nos métiers, on recrute des métiers web, mais finalement, on va avoir d'autres petites approches qui sont peut-être plus relationnelles et plus personnelles. Alors on a posé, là on a essayé de regarder toujours dans la connaissance entre les entreprises et les écoles et puis de vérifier un petit peu la cohérence des profils qu'on recherche. Donc une des questions était simplement à quel niveau recrutez-vous pour les métiers du développement. Donc ici on a laissé les entreprises donc s'exprimer sur les divers niveaux, alors un peu classiques qui sont dans l'enseignement. Donc bac, très peu de réponses. On est surtout de bac plus 2 à 3, 4, 5 et plus, avec quelque chose de très très crescendo, à la fois un petit peu surprenant par rapport aux expériences de ce qu'on vit dans les entreprises, pas très surprenant par rapport à ce qu'on a vécu les dernières années, notamment dans les relations avec les écoles, avec l'arrivée du LMD, où beaucoup de jeunes sortent plutôt niveau plus 5, et en tant que parents, on a tous tendance à envoyer aussi nos enfants en plus 5. Donc je pense que les entreprises se sont appropriées ce discours
et nous disent un peu de plus 2, plus 3, et on est crescendo jusqu'à du bac plus 5. Ça nous a quand même surpris parce qu'on pense qu'on a tous dans nos entreprises des développeurs qui ne sont pas tous des bac plus 5 et qui réussissent très très bien. Donc on a regardé s'il y avait une différence en fonction des tailles des entreprises par rapport à ces réponses-là. Et là, finalement, non. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille d'entreprise, on retrouve une répartition dans tous ces niveaux de diplôme. C'est-à-dire que même la PME dit, dans le développement, oui, moi je cherche du bac plus 5 et plus. Ce qui n'est pas toujours forcément le profil très adapté. C'est pas trop étonnant non plus qu'elles n'arrivent pas forcément à les attirer parce qu'un bac plus 5 et plus, il n'a peut-être pas forcément envie d'aller faire du développement dans une société de moins de 5 salariés. C'est un peu une difficulté qu'on a sur la partie attractivité. Mais finalement, c'est quand même très très bien réparti. On a posé une question dans l'autre sens. On a demandé aux entreprises, donc je ne sais pas si tu peux nous la lire, précisément de nous citer les diplômes. Alors, quel diplôme, titre ou qualification vous intéresse ou recherchez-vous dans vos recrutements dans le domaine, toujours les 3 mêmes domaines? Voilà, donc là on est dans le domaine du développement. Et donc là on a laissé les entreprises s'exprimer librement. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas dit bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. On les a laissés nous citer des diplômes qui ont été regroupés dans les catégories. Donc on voit des gens qui ne connaissent pas les diplômes, qui ne savent pas, qui cherchent plutôt une certification, une compétence spécifique plutôt qu'un diplôme. Et ensuite on voit apparaître donc, le BTS informatique, le DUT informatique, qui sont bien ancrés sur la partie métier du développement, des masters 1 ou 2 en informatique, des licences. Petite parenthèse, tout à l'heure on avait bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5 et plus. Quand on laisse les entreprises s'exprimer librement, pour eux master c'est un lot. C'est-à-dire que master 1 ou 2, il n'y a pas une grosse différence. Donc c'est peut-être aussi une question de communication. C'est master 1 ou 2, mais il n'y a pas vraiment une grosse différence pour eux dans la perception de ces formations. Et puis ensuite, la partie école d'ingénieur et doctorat. Donc là, c'était une expression libre. Et puis, on a totalisé ces diplômes en les remettant sur leur niveau d'études. Et donc là, on se retrouve sur une incohérence quand même. C'est-à-dire que vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit on recrute un peu de bac plus 2, un peu plus de plus 3, etc. Et puis en fait, quand on laisse s'exprimer les gens librement sur les diplômes, en fait, on se retrouve quand même avec beaucoup de bac plus 2. Donc beaucoup d'autodidactes, ça on l'a vu, on ne connaît pas le diplôme, on s'en fiche, on recrute plus de la compétence. Mais une partie BTS, DUT qui est relativement importante. Une licence master légèrement en creux et effectivement ingénieur, docteur sur la partie bac plus 5. Donc il y a un petit décalage. Donc comment l'analyser, ça aussi, ça fera partie peut-être des sujets de débat puisqu'on a à la fois des représentants des entreprises ici et des écoles. Mais c'est peut-être aussi des choses à tirer pour les jeunes quand ils vont aller se présenter. Parce que finalement, si on dit juste bac plus 2, c'est peut-être non. Et si on dit BTS ou DUT, c'est ah oui, ce diplôme m'intéresse. Donc est-ce que c'est une mauvaise connaissance d'un équivalent de niveau ? Est-ce que c'est au contraire une bonne image de ces diplômes-là qui font que sur le papier, je dis je veux du bac plus 5, mais j'ai une très bonne expérience avec tel DUT, tel BTS qui fait que je recrute. Mais là, on trouve quelque chose qui est quand même contradictoire dans la façon de présenter les entreprises. Même chose sur les métiers de la sécurité. Alors là, on n'est plus comme tout à l'heure sur le développement dans notre courbe crescendo. Donc on a une espèce de bipolarisation entre bac plus 2, bac plus 5 et plus, où on a deux extrêmes. Bon, ça correspond, comme on l'a vu tout à l'heure, à des différences de métiers qui existent dans nos entreprises, qui peuvent être des métiers globalement de techniciens jusqu'à des métiers d'ingénieurs sécurité plus qualifiés. On peut imaginer effectivement que les entreprises vont aller tantôt sur le bac plus 2, tantôt sur le bac plus 5, avec peut-être deux gammes de métiers à l'intérieur de l'entreprise. Idem sur la représentation des tailles d'entreprise dans ces recrutements. Mais on retrouve de manière assez régulière les différentes tailles d'entreprise sur ces différents niveaux. Bon, les plus de 100 démarrent à plus 3 et ne regardent pas trop le niveau bac plus 2, mais sur le reste, on est quand même assez représentatif. Et sur le bac plus 5 et plus, on a toute taille d'entreprise. Donc là encore, alors, ça fait partie des actions qu'on a entreprises avec le CIRPIN. C'est d'aller porter la bonne parole auprès des étudiants sur les PME qui recherchent du bac plus 5. Donc on a représenté les métiers du numérique à une table ronde. On a été accueillis par l'ENSERB il y a environ un mois.
Et la semaine dernière, on a été accueillis dans un domaine un peu plus marketing par l'IAE sur ces thématiques où effectivement on s'adresse à des étudiants en disant « Regardez, c'est sûr, il y a des grands groupes, ils sont là tous les jours auprès de vous. Nous, on est peut-être un petit peu moins là, mais on a des recherches, on a des demandes et on a des boulots. » Ici, on a travaillé de la même façon sur une question libre en disant quels sont les diplômes que vous connaissez, donc sans référence à un niveau. Donc, Master 1 ou 2, certification ou compétence, qui est quelque chose qui n'a pas forcément un repère de niveau, des gens qui ne connaissent pas. La licence, donc là sont cités spontanément le DUT Système et Réseau, les diplômes d'ingénieur, BTS Système et Réseau, et puis des gens qui disent bah, j'y suis indifférent, je n'ai pas de niveau de diplôme. Donc si on fait le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire reprendre ces diplômes et les reclasser en fonction du niveau d'études, là on est un petit peu plus cohérent. Alors encore une bipolarisation encore beaucoup plus forte, mais on voit que globalement on a une grande masse d'autodidactes, et puis après en gros du BTS, DUT et de l'ingénieur docteur, qui correspond quand même à deux types de métiers différents dans les entreprises, avec des gens qui ont une fonction de technicien système et réseau et des gens qui vont être sur des problématiques de sécurité. Donc là, on est quand même relativement cohérent. Les métiers du web, donc une jolie courbe relativement croissante, avec bac, bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Bon, sur les trois métiers, bon, on a remarqué que, ce n'est pas une grande surprise, mais que le niveau bac n'est pas suffisant, hein, à part quelques très rares réponses, on est sur du minimum à bac plus 2 pour ces recrutements-là. Une représentativité aussi d'un petit peu tous les secteurs dans toutes les réponses. Donc on pourrait se dire les très grosses, elles veulent du plus 5 et les plus petites du plus 2. Non, je crois qu'aujourd'hui tout ça c'est vraiment fini. Et donc on se retrouve avec un nombre d'entreprises qui est régulièrement réparti. Alors là, beaucoup plus de difficultés quand on fait citer les diplômes, parce que ces diplômes ne sont pas identifiés aussi précisément que tout à l'heure. Donc on n'a pas eu la possibilité, comme on l'a fait tout à l'heure, de vérifier par rapport au niveau de diplôme qui était précisé, parce qu'on a des titres beaucoup plus génériques. Globalement, on n'a pas d'assimilation entre un diplôme et un niveau d'études. On va dire, alors il y a deux diplômes qui sont identifiés, c'est la licence e-commerce, e-marketing et le DUT SRC, peut-être parce que c'est des diplômes assez anciens sur la région bordelaise et qui sont clairement identifiés sur les métiers du web. Mais sur le reste, on a des termes plus génériques. C'est un diplôme de marketing, mais on ne dit pas plus 2, plus 3, un master, etc. C'est une école de commerce, mais des écoles de commerce, il en sort à tous les niveaux. C'est une école de journalisme ou de communication, mais là aussi sans référence à un niveau. Donc on n'a pas pu sur ces métiers-là faire le même exercice que tout à l'heure et vérifier si effectivement il y avait une cohérence par rapport au niveau attendu, puisque là on est dans quelque chose de beaucoup plus global, où la partie donc diplôme est sûrement moins connue et on va regarder éventuellement d'autres critères. Alors, on a posé une question ensuite sur les enjeux sur les métiers du développement. Donc, c'est peut-être aussi intéressant que tu nous lises. À quelles évolutions votre entreprise peut-elle être confrontée sur le court ou moyen terme concernant toujours les trois mêmes sujets? Voilà. Donc là, c'est les évolutions attendues. Premier, ça croise bien ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le recrutement. Le recrutement, c'est quand même un problème qui préoccupe les entreprises. C'est vraiment la première thématique. On a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'apprentis, on n'a pas beaucoup de juniors, donc il faut peut-être que nous, on fasse aussi un travail de remise en cause de nos entreprises, parce que finalement, on est tous en train de dire, oulala, c'est la panique, il va falloir recruter, et puis on n'a pas beaucoup de juniors, on a très peu d'alternants proportionnellement, donc on se met peut-être nous-mêmes dans une situation un petit peu difficile. Ensuite, c'est les besoins en formation, donc c'est du personnel interne qui va devoir évoluer. Et puis des départs spontanés. Je crois qu'on est sur une profession où il y a du turnover. C'est un métier, comme on le disait tout à l'heure, en tension. Donc il y a des offres et on a des personnels qui bougent et qu'il faut remplacer, parfois rapidement, avec des technos, des choses un petit peu particulières. Bon, puis ensuite, des enjeux différents comme la polyvalence des métiers, les qualifications internes et le vieillissement des effectifs, qui est finalement un problème qui n'est pas très identifié. Mais quand on voit qu'on a une population un petit peu plus de seniors, alors senior, c'est une terminologie métier, ça ne veut pas dire une terminologie âge, mais on aurait pu se dire que le vieillissement des effectifs aujourd'hui
allait être un problème, mais finalement, non, il n'est pas vu en tant que tel. Sur la sécurité, des choses qui sont relativement proches, mais avec les besoins en formation qui arrivent en premier. Donc, on est sur des métiers sur lesquels les personnels en interne sont en permanence en train de réapprendre. Et c'est un enjeu important pour les entreprises, donc, de les faire évoluer. Le recrutement, la qualification, les départs spontanés et les polyvalences de métiers. Sur le web, alors là, encore plus criant, le recrutement. Alors, c'est intéressant parce que les entreprises ont dit qu'elles n'avaient pas de grandes difficultés à recruter. Mais néanmoins, c'est quand même l'enjeu principal pour les années à venir d'arriver à effectuer du recrutement. Et tout de suite, les départs spontanés. Donc là aussi, alors pour ceux qui pratiquent des recrutements dans ces métiers, on voit bien que c'est des gens qui bougent beaucoup, qui sont sollicités, qui ont des offres et qui n'hésitent pas à rester 2 ans dans une entreprise, à changer. C'est quelque chose qui tourne beaucoup. Les polyvalences, la qualification et les besoins de formation en dernier. Alors peut-être, là aussi, ça sera peut-être un thème sur lequel on aura des témoignages, mais peut-être qu'on est sur des gens qui se forment assez spontanément, qui sont en veille et qui eux-mêmes sont en permanence en train d'apprendre des nouvelles technos. Il n'y a pas beaucoup de formation permanente sur ces thèmes-là. Donc ça, c'est un point qui a été rejeté en dernier, finalement, sur les métiers du web. Alors sur les compétences recherchées sur les métiers du développement, là, on était sur une question qui était élargie, c'est la question 20, puisqu'on a demandé aux entreprises quelles étaient tu vas nous la lire, mais ça concerne les entreprises et leurs clients. Quelles sont, selon vous, les principales compétences dont votre entreprise, vos clients ainsi que le secteur du numérique auront besoin au cours des 5 années à venir dans les domaines que l'on a traités? Voilà. Donc cette question s'ouvrait aussi aux clients des entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier, on a vu qu'on a travaillé sur donc 63 entreprises, environ 1600 salariés, mais ce sont des entreprises qui sont en contact avec des DSI, avec un certain nombre de clients qui eux-mêmes ont ces fonctions-là en interne, et donc ça nous permettait d'élargir un petit peu les attentes. Donc là, on a en premier la partie donc, techno et langage particulier. Pas trop de surprise quand on lit une annonce sur un développeur. En général, ce qui est spécifié en premier, ça va être un langage de prédilection ou des compétences. Par contre, derrière, on s'aperçoit que tout de suite, la personnalité du candidat, elle est essentielle. Puisqu'on trouve l'adaptabilité, l'ouverture, la qualité, la connaissance de l'entreprise, du marketing, la communication et l'écoute. Ça veut dire qu'on est très, très sensible à ces points-là. Qui sont peut-être pas assez mis en avant sur les candidats lorsqu'ils se présentent. On a des candidats qui ont des CV qui ressemblent à des catalogues de formation, de langage, de bases de données, etc., mais qui ne savent peut-être pas suffisamment mettre en avant des qualités personnelles, qui sont des qualités qui sont très attendues. Donc peut-être la façon de faire la différence, c'est aussi de jouer sur la personnalité et de jouer sur des compétences qui, pour eux, sont peut-être pas les compétences principales, mais j'ai travaillé sur de la qualité, j'ai des compétences en marketing, je connais la gestion d'entreprise, qui sont, semble-t-il, très très importantes pour les entreprises et leurs clients. Même type de question pour les métiers de la sécurité. Donc là, on a un mélange à peu près équilibré entre des parties de compétences techniques, donc des technologies particulières, du cloud, des PRA, des plans de reprise, de la sauvegarde, et des éléments de personnalité. Et ça s'alterne assez régulièrement. Donc là aussi, ça pourrait être perçu comme curieux parce qu'on est sur des métiers sécurité quand même à forte composante technique, mais on attend quand même des gens qui ont une vision globale de la sécurité, qui savent faire du conseil, qui savent faire de la veille, qui sont adaptables. Là encore, peut-être des compétences que les candidats ne mettent pas toujours en avant quand ils se présentent sur un CV qui va être extrêmement technique, mais on voit bien que ces compétences sont très fortement appréciées par les entreprises et recherchées en recrutement. Sur la partie du web, même type de question. Donc là, on a une forte attente sur des connaissances générales. On va dire que sur les métiers du web business, on sort du métier technique. On a des attentes très fortes en veille, en marketing, en usage Internet et en rédactionnel. Pas trop de surprise quand on connaît ces métiers. Mais là aussi, est-ce que les candidats qui arrivent sur nos entreprises pensent à mettre en avant ces points-là ou se doutent que c'est ces points-là qui vont faire la différence? C'est pas forcément certain. Alors pour terminer, on vous a mis un petit florilège de types de métiers qui ont été cités dans une question ouverte en disant
quels sont les futurs métiers que vous allez recruter dans votre entreprise. Et bon, ça nous a interpellés d'en relever quelques-uns, parce qu'on se dit que c'est peut-être les titres de vos futurs diplômes ou de vos futures options. Donc, vous aurez peut-être des experts en intrusion, des experts en marketing mobile, des experts en gamification, des hackers certifiés, je sais que ça existe déjà. Voilà. Mais on a trouvé ces noms-là qui nous plaisaient, qui ne correspondent pas forcément strictement à des thématiques de formation telles qu'elles existent chez vous. Mais voilà, ça peut donner des idées et ça peut être amusant d'avoir un titre de CV à ce niveau-là. L'ensemble donc de ces documents, donc comme on vous l'a dit, vous sera remis sur la clé USB. Vous allez trouver également dans le document qui vous est remis donc un annuaire CIRPin sur lequel vous retrouverez 3 infographies qui font la synthèse de ces éléments qui sont disponibles également sur notre site, donc qui vous permet en un coup d'œil, ou peut-être pour ceux qui veulent le diffuser aux jeunes, de retrouver, donc là c'est pas forcément entièrement lisible à l'écran, mais ça peut vous permettre de faire la synthèse complète de ces éléments. Voilà, la liste des entreprises qui a répondu, et on les remercie encore. Et je pense qu'il est intéressant maintenant de vous donner la parole, notamment parce qu'on sait que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi bien représentants des établissements de formation, d'universités, mais aussi d'entreprises. Et il y a un certain nombre de sujets qu'on a abordés sur lesquels on aimerait bien avoir vos réactions ou vos témoignages. Merci Agnès. Voilà, donc nous on a fini de travailler, ou presque. Maintenant on va vous demander donc de travailler un petit peu. Soit vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez rebondir, que l'on a abordées tout au long de cette restitution, soit sinon on peut lancer quelques sujets que nous on a notés au fur et à mesure. Est-ce que Thierry est parti chercher nos... Juste une petite seconde, essaye de combler avec quelque chose, voilà. Une chanson ou autre. Parce que alors, la chanson, je ne suis pas très fort. Les claquettes, je n'ai pas les bonnes chaussures, mais je suis sauvé. C'est bon, elles arrivent. Non, alors, si, une des thématiques qui était apparue de manière globale quand même dans l'enquête, c'est puisqu'on a interrogé des entreprises et on a rencontré donc toutes les écoles, là aussi en interview, en face à face, et on les remercie toutes pour leur accueil, pour bien comprendre quels étaient les diplômes, à quoi ils préparaient, comment ils fonctionnaient au niveau des stages, etc. etc. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on a fait des fiches de synthèse qu'on ne va pas pouvoir vous présenter ce soir, mais qu'on a mis à disposition de nos adhérents et qu'on peut mettre à disposition d'autres entreprises, évidemment, de la région. Mais on a vu que le besoin de communication entre les PME et les écoles, c'est un enjeu qui nous semble vraiment important pour les années à venir. Et c'est peut-être une des thématiques sur lesquelles on vous proposera de se retrouver sur l'année 2013, peut-être sur des Zoom métiers, de pouvoir organiser avec vous des tables rondes, d'échanges entre des établissements de formation et certaines PME pour faire... Alors, vous avez toutes des conseils de perfectionnement ou ce type d'instances auxquelles on participe à chaque fois qu'on y est associé, mais qui sont diplôme par diplôme. Mais on pense que ça serait intéressant à un moment de se mettre autour d'une table avec plusieurs écoles, plusieurs universités, et recueillir la parole des professionnels et échanger sur des bonnes pratiques de manière un petit peu plus générale qu'un simple conseil de perf à l'intérieur d'un diplôme. Voilà, ça c'est une des thématiques qu'on a envisagées pour la période à venir. Maintenant, je laisse la parole s'il y a un micro qui circule, s'il y a des questions. Levez le doigt, n'hésitez pas. Des questions, des réactions, des questions à la salle parce que... Je ne sais pas si ça marche. Oui. Bonjour, Olivier Boisset du groupe Adventus. Je voulais savoir, là vous avez fait une étude sur des entreprises régionales. Je suppose que vous êtes en relation aussi avec des homologues ou d'autres syndicats au niveau national. Et je ne sais pas si vous avez une idée comparative de savoir si la région se situe à peu près dans les mêmes doses de chiffres ou dans les mêmes éléments chiffrés ou ratios qu'au niveau national. Et voir si, par rapport à certains critères, la région est peut-être plus attractive que d'autres au niveau national. Alors,
difficile de répondre, on n'a pas la connaissance complète. Il y a certains points qu'on retrouve au niveau national, c'est par exemple, dont Jean-Charles l'a évoqué tout à l'heure, le problème de la parité des femmes. Ça, c'est pas spécifique à la région, on l'a retrouvé dans les entreprises, on l'a retrouvé dans toutes les écoles, c'est une préoccupation générale. Ce qu'on retrouve aussi, c'est les problématiques qui concernent l'image de la PME, comparé aux grands groupes dans l'attractivité des jeunes. Après, on n'a pas trouvé d'éléments qui soient strictement correspondants à notre focus enquête de manière à confronter, par exemple, les derniers éléments sur les niveaux de diplôme, etc. Mais là, peut-être qu'il y a des établissements de formation dans la salle qui ont des réponses là-dessus, sur les attentes par rapport aux divers niveaux, etc. Oui, Agnès, Oui. Pour répondre à la question d'Olivier, faut signaler que c'est une étude spécifiquement CIRPIN. Ce sont nos questions. Alors, de temps en temps, on peut regrouper, tu vois, il y a, comme l'a dit Agnès, les femmes, etc. On retrouve un peu les tendances. Mais là, c'est un questionnaire spécifique que l'on a travaillé, comme je l'ai dit au début, avec les écoles et les universités. Donc, c'est difficile de faire un parallèle avec d'autres études. On pourrait demander au Syntec ce qui est fait, par exemple. Ceci dit, on peut aussi mettre à disposition notre questionnaire si d'autres organisations régionales Oui, avaient envie de effectivement, jouer oui, à la oui, même chose. Ça, c'est c'est une bonne vraiment, idée, oui. ça, c'est vraiment tout Si à on fait- a un tout à fait homologue possible. CIRPIN dans le Nord ou Oui, voilà. dans l'Est, on lui fait passer Imaginez notre de le questionnaire. déployer maintenant qu'il existe. Voilà, on le prête pas cher, effectivement. Ayant été aidé par le Fonds social européen et l'Union européenne, il est clair que toutes ces informations que nous vous communiquons ce soir, vous l'avez bien compris, vous allez les avoir sur clé USB, vous les retrouverez sur le site web, et vous pouvez les communiquer autant que vous le voulez. Il n'y a pas de droit, de copyright, etc. C'est vraiment pour tout le monde, quoi. Madame. Oui, bonsoir. Je suis directrice d'une école qui s'appelle l'EPSI. Donc, nous formons des ingénieurs en informatique, des futurs ingénieurs, donc avec deux spécialités, le développement et le système réseau, en Bac+5. Moi, j'ai une question qui concerne les commerciaux. J'ai vu que vous avez fait une part importante en disant que les métiers des commerciaux font l'objet d'une forte demande de la part des entreprises. Pour concilier nos formations que nous faisons, qui sont relativement techniques, par rapport à cette demande, est-ce que vous recherchez un niveau Bac+3 ou Bac+5, et est-ce que ces commerciaux doivent avoir des compétences techniques importantes? Alors, je m'explique parce que nous sommes en train de refondre l'ensemble de notre programme du cycle d'ingénierie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aborder là. Et je me demandais si, en 5e année, de proposer une formation technique avec une orientation commerciale pourrait être intéressante pour l'avenir. Voilà, c'est un peu ces questionnements du moment. Agnès, si tu veux répondre, comme tu t'es vraiment occupée beaucoup de la licence professionnelle. Ça, c'est un problème qu'on a rencontré. Donc, c'est vrai qu'on a moins fait le focus là-dessus parce qu'on y a travaillé depuis. Donc, c'est la 5e promotion de licence commercialisation web et numérique. Donc, on a démarré ça il y a 7 ans. Donc, effectivement, les entreprises nous ont dit on ne trouve pas de commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il faut la double compétence. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui aient un bagage technique ou au moins un vernis. On ne veut pas forcément des experts. Alors, ça dépend effectivement de ce qu'on leur demande de commercialiser. Mais généralement, on veut un vernis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à produire la totalité de la réponse aux clients. Ils vont s'appuyer sur des équipes techniques, mais il faut au moins qu'ils comprennent la demande. Donc, on a des entreprises qui nous ont dit on veut des gens qui ont une connaissance minimale technique, mais on veut aussi qu'ils aient la partie commerciale. La partie prospection, la partie réponse à des appels d'offres, la partie droit de la vente, enfin un certain nombre d'éléments qui n'ont pas forcément les profils techniques. Quand on a démarré donc, sur la mise en place de cette licence, on s'était dit qu'on attirerait des profils techniques, donc des gens, puisque c'est une licence à Bac+2 de type DUT, informatique, BTS, informatique, système et réseau, et qu'on allait leur donner la couche commerciale. Donc c'est pourquoi on a travaillé cette licence avec Bordeaux 4. Et puis quand on a commencé à lancer donc, les premiers recrutements pour intégrer des jeunes, on s'est aperçu que les jeunes techniciens
Si vous regardez les opportunités qu'ils ont dans les métiers, ils ne veulent plus faire du commercial en général. En général, ce n'est pas ça. En général, ils se disent, voilà, moi je vais être ingénieur sécurité, etc. Ça peut venir plus tard, au bout de 5 ans, 10 ans, parce qu'ils ont évolué en gestion de projet, parce qu'ils ont eu du contact clientèle, ils y ont pris goût, mais spontanément, en sortant, je pense que si on prend sur des profils techniques purs, c'est pas souvent ce qui leur vient en premier à l'esprit. Donc on a été emmenés, nous, à revoir la maquette de cette licence de manière à pouvoir y intégrer autant des jeunes qui venaient de profils techniques, parce qu'on en a encore, mais je pense, alors il y a des responsables de la licence dans la salle, c'est quand même devenu une minorité, que des jeunes qui ont un profil commercial. Et donc on va mettre en croisement, c'est-à-dire que les commerciaux, on va leur donner la couche technique, et les techniques, on va leur donner la couche commerciale. Et chaque entreprise est libre dans son recrutement de dire « moi je préfère quelqu'un à composante technique ». Alors c'est vrai qu'on en voit sur les forums métiers, on voit des jeunes qui disent finalement j'ai fait un BTS informatique mais ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de me retrouver. Il y en a, mais c'est quand même pas la majorité, surtout compte tenu des opportunités qu'ils ont. Donc oui, on a envie de double compétence, mais si vous arrivez à convaincre des ingénieurs info d'aller en sortie d'école faire un an de commercial, je ne suis pas sûre qu'on remplisse une promo, mais on sera preneur. Agnès, pour compléter la réponse à madame, formez-nous des bac plus 3 ou des bac plus 4-5, on les prendra. De toute façon, on manque de commerciaux en général et dans l'informatique en particulier. Alors c'est tout bête, un petit brin d'histoire. Il y a 20 ans, c'était IBM, Burux, enfin les constructeurs qui formaient les commerciaux. Ils sortaient d'écoles de commerce et on leur donnait le vernis technique, ou c'était des ingénieurs et on leur donnait un vernis commercial. Là, c'est l'inverse. Ce sont les PME qui forment des commerciaux, qui essaient de former ces commerciaux, et ce sont les constructeurs qui viennent nous les piquer. Maintenant, on ne rentre plus chez IBM, on va d'abord se former, et ensuite on rentre chez IBM. Le pompon, c'est Microsoft. Le numéro 1 nous pique, alors qu'avant, on rentrait chez Microsoft, puis on y passait sa vie. Bon, maintenant, les stock options, ça ne vaut plus rien. Mais donc, en fait, ils viennent nous piquer, les commerciaux. Donc, il y a toute cette formation de base. Si on cherche les partenariats, parce qu'il faut insister, cette licence professionnelle des chargés d'affaires en informatique, c'est le CIRPIN qui l'a fait avec Bordeaux 4, puis maintenant on a Bordeaux 1, et je crois qu'il y a Bordeaux 3 un peu qui est avec nous. Hein. Voilà, on a fait le presse avant là. Mais s'il y a des écoles qui nous tendent la main, on est prêt à le faire. Je crois que Rémi, tu veux dire ? Oui, il y a un travail d'évangélisation à faire par les écoles qui forment des techniciens, puisque pour un technicien informatique bac plus 2, faire du commerce, c'est le mal. C'est le côté obscur. Alors que pour un jeune qui a fait un BTS NRC ou action commerciale, faire de l'informatique ou du numérique, c'est rigolo. Donc on a des profils qui viennent beaucoup plus facilement vers la technique avec un cursus commercial. Et effectivement, je pense qu'il faut expliquer l'intérêt, la passion qu'on peut avoir à faire ce métier, avoir une activité commerciale en vendant du numérique. Voilà, donc c'est, je pense, très tôt au niveau de l'orientation qu'il faudra faire un effort pour que les filles aussi puissent s'orienter vers ces métiers. Celles que j'ai eu le plaisir de former sont excellentes, brillantes et humilient régulièrement leurs collègues masculins. Donc, et il y a de vraies opportunités pour les filles à travailler dans le numérique. Donc c'est pour cette raison-là aussi que Stéphane et Agnès tournent, entre guillemets, énormément dans les écoles, les instituts de formation pour parler du CIRPIN et du métier de commercial en informatique pour, dès le début, bac ou un petit peu après, faire la picouse, entre guillemets, à ces jeunes et leur dire c'est un vrai métier qui marche bien, il y a des vrais débouchés, il y a des vrais besoins et on gagne de l'argent, vraiment, on gagne encore de l'argent en informatique et il ne faut pas hésiter à parler d'argent, surtout quand on parle à des jeunes hommes ou à des jeunes femmes qui ont un petit peu la fibre commerciale, quoi. Alors on peut vous envoyer dans les écoles quand il y a ce discours à faire passer, justement un commercial confirmé qui a cette double compétence et qui peut montrer qu'on est dans des métiers, vous avez vu tout à l'heure, on est dans des métiers de service, donc on est dans de la relation longue. Quand on a un client dans ces métiers-là, c'est pas du one-shot, on va l'accompagner pendant plusieurs années, on va rentrer dans ce qu'il fait. Donc on a effectivement ce discours sur lequel on peut vous aider
en trouvant les bonnes personnes en fonction du profil. Alors, si c'est des anciens de vos écoles, c'est encore mieux, ils en parlent encore mieux, mais qui viennent expliquer en quoi consiste la commercialisation de nos solutions, parce que c'est quelque chose qui est très très peu connu. Ça a une mauvaise image et qui n'est pas du tout celle de la réalité. Donc on voit plutôt des gens qui viennent après, avec le temps, qui rentrent dans la dimension relationnelle. Alors on a toujours l'image du geek enfermé derrière son écran et qui ne sort pas et qui parle à personne. Bon, on est complètement sorti de ça. Enfin, je suis sûre qu'ici dans la salle, on en est tous persuadés. Je ne suis pas sûre qu'au niveau des jeunes, il y ait toujours... j'ai fait pendant longtemps les forums au niveau d'Akitech où on a plutôt des publics entre la 3e et la 1re. Et quand je vois le profil des jeunes que j'avais dans la salle, les clichés sont longs à tomber quand même à ce niveau-là. Donc il y a effectivement un discours différent à faire pour ceux qui seraient intéressés par le relationnel. Les repérer tôt et puis qu'on puisse ensemble les emmener à leur dire que c'est bien. Le seul argument sur lequel on commence à faire allumer un peu des lumières, c'est l'argent, effectivement. Quand on leur dit qu'un commercial... au bout de quelques années, de toute façon, vraisemblablement, s'il s'éclate bien, il va gagner le double de celui qui est resté dans une branche technique traditionnelle. Là, parfois, il y en a chez qui on éveille un petit intérêt. Mais, voilà. Surtout que, comme tu le précisais, il y a une partie fidélisation qui est vraiment énorme, quoi, hein. Bon, Agnès est bien placée pour le savoir, puisque ton métier, c'est la fidélisation client. Mais en informatique, il y a de la récurrence, il y a de la fidélisation. Ce n'est pas la politique de la terre brûlée, évidemment. Cela va de soi, mais quand on vend des chaudières ou quand on vend une voiture, forcément, quand on vend une voiture, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a quand même l'entretien, mais on n'est pas sûr de le capter, cet entretien. Alors que quand vous avez un client en informatique qui vous est fidèle, vous avez des contrats de maintenance, du renouvellement, des nouvelles versions de Windows. On en parle en ce moment avec Windows 8. Donc ça peut aller effectivement très 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 loin et suivre pendant longtemps. Et c'est important pour la personne qui est titulaire de ce compte client-là. Laurent Pierre Gilliard, AEC, Aquitaine Europe Communication. 2 questions. Donc, est-ce que dans votre enquête, vous avez fait un estimatif du nombre de postes créés chaque année par les 63 du panel? Et je pense que vous devez pouvoir le faire, le projeter ensuite sur l'ensemble du CIRPIN, voire sur l'ensemble des entreprises de la filière. L'idée, c'est de voir si, s'il y a une adéquation, c'est peut-être compliqué, mais pour juxtaposer ces chiffres au niveau de la demande avec le nombre d'étudiants sortant des filières. Ça, on commence à l'avoir. On publie lundi le diagnostic 2012 avec des témoignages de membres du CIRPIN. On sait à peu près combien de formés sortent des formations aquitaines touchant au numérique, à l'informatique par an. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur ce manque de profils dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez affiné un peu? Est-ce que vous savez si c'est parce que justement c'est des très bons techniques mais un peu autistes au niveau vie dans l'entreprise? Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas les profils, ou est-ce que c'est parce que vous trouvez les profils, mais comme vous l'avez montré, ça ne correspond pas aux attentes de salaire des postulants par rapport à des salaires TPE ou PME qui vont être moindres que les grands groupes? C'est un manque ou c'est il y a une mauvaise adéquation avec ce qu'ils attendent? Alors, il y a sûrement un peu de tout. Alors, pour répondre à la première question, on n'a travaillé qu'au niveau des PME régionales. Donc, le type de poste offert par les PME régionales, il est bien évidemment inférieur à ce qui sort, parce qu'on voit tous, et là, je pense que tous ceux qui ont des formations ici voient bien que dès qu'on forme du Bac+5, vous avez toutes les grandes SS2I qui sont les premiers recruteurs et qui quasiment campent dans les écoles pour essayer de capter les promotions. Donc nous, on a une démarche de séduction à faire vis-à-vis de ces jeunes. Donc même si on arrivait à évaluer un nombre d'emplois, ça n'aurait aucun sens de le comparer à ce qui sort sur le marché, parce qu'on est bien conscient que les grosses SS2I recrutent beaucoup, et nous, on a focalisé sur ces métiers-là. Donc ça serait très difficile. Le deuxième point, c'est je crois qu'on est beaucoup dans de la réaction très rapide.
Donc là, ça serait bien s'il y a quelques PME régionales qui pouvaient témoigner, mais leur demander combien ils vont recruter de tel ou tel poste dans 3 ans, je pense que ça relève à peu près de la boule de cristal, à mon avis. On est sur on l'a encore dit, des PME où on n'est pas forcément dans des GPEC, des choses, puis c'est extrêmement dur à faire, où il y a des nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours, des changements. Par exemple, des entreprises nous ont dit, finalement, dans les métiers de la sécurité, moi, je pense que c'est plutôt stable, parce qu'avec le cloud, en fait, il y a des profils qui étaient avant sur la PME, qui vont être déportés sur des centres cloud d'hébergement, et finalement, en masse, en volume, ça va peut-être être la même chose, mais chez mes entreprises clientes, ils auront moins ces profils-là. Bon, c'est quelque chose qu'on commence à voir, difficile d'anticiper ces choses-là. Ce qu'on voit dans les discussions, notamment avec Pôle emploi, on a régulièrement échangé sur ces points-là avec Pascal Hirière quand il gérait la partie informatique, c'est que les PME sont quand même un vecteur d'emploi important. C'est ce qu'on trouve sur les enquêtes. Il y a eu une enquête récemment sur... Alors, il y a eu les PME, les ETI, maintenant il y a les ETM. Bon, il y a des petites modes qui changent, mais dans lequel on dit que globalement les ETM, les tailles moyennes, sont le principal vecteur d'emploi de manière cumulée, puisque les grands groupes créent de l'emploi, mais en détruisent aussi. Mais difficile d'avoir des chiffres. Franchement, je pense qu'ils ne seraient pas significatifs si on pouvait les mettre bout à bout. Et sur la deuxième question? Alors la deuxième question qui concernait... Sur est-ce que c'est parce que... Alors, toutes les PME qu'on sollicite pour participer à des tables rondes dans les écoles nous disent toutes « j'arrive pas à capter ces jeunes-là ». Donc, le fait de capter un certain nombre de profils, oui, c'est une difficulté, ça c'est clair. On trouve on a fait une table ronde, donc je ne sais pas si je saurais citer la liste des participants exactement, mais quand on a fait une table ronde sur l'ENSERB, on était présents, il y avait Sigems, il y avait... une société qui fait de la partie vidéo. Voilà, VSG, merci. et on a eu tous cette démarche de dire, OK, on veut bien participer à cette table ronde parce qu'effectivement, vos jeunes, ils ne nous voient pas. Donc ça, c'est clair qu'on a vraiment un effort de communication. Et il ne faut pas se dire, j'attends chez moi, je mets une annonce et ils vont arriver. Non, il faut qu'on aille vraiment se vendre, leur expliquer la différence. Après, ils ne sont pas tous faits pour aller en PME ou en grand groupe. Mais on voit sur ces journées-là que ça les interpelle. Donc on a fait la même chose la semaine dernière, donc sur des métiers un petit peu plus marketing sur l'IAE de Bordeaux, où on était avec donc Web Report, Benjamin Rosor, Concours Mania, Julien Parou et Télécom Design, Bruno Morel, où on a essayé de faire un discours sur l'intérêt de la PME. Et on voit là aussi des jeunes qui viennent nous voir à la fin en disant je ne me rendais pas compte qu'il y avait ces métiers-là dans les PME. Donc on a un travail de séduction sur le haut, c'est-à-dire sur le bac+5, qui est clair. Nos démarches de se rapprocher des écoles et des universités, elle n'est pas... c'est pas le fruit du hasard, c'est qu'on est convaincu qu'il faut qu'on y aille. Moi, quand j'entends des entreprises dire les diplômes, ils sont pas adaptés, les écoles, c'est pas bien, ils leur apprennent n'importe quoi, je leur dis allez-y, allez les voir, rencontrez-les, et puis expliquez. Et on a travaillé sur plusieurs diplômes, on a beaucoup parlé de la licence, parce qu'on était à l'origine de la création sur la licence de chargé d'affaires. Mais sur d'autres diplômes, je pense sur l'IUT Bordeaux 1, sur la formation, la licence qui s'appelle Dawin, on a été très acteurs pour dire à un moment donné, il faut une formation développeur web et donc essayer de participer à la maquette. Il faut qu'on y soit en tant que PME. Mais on n'a pas non plus la prétention de représenter la totalité de la profession. On sait bien que les grosses SS2I, il y en a certaines ici, auront sûrement moins de mal que nous à recruter ces jeunes-là, je suis persuadée. Sur la partie adéquation aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, Agnès, on s'aperçoit que les technologies, nos technologies et les technologies de l'information et du numérique vont très très vite et qu'on a toujours un cran de retard et un décalage. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on cherche des spécialistes, en fait, ils ne sont pas encore fabriqués, qu'il faudrait pouvoir les utiliser. Donc voilà, il y a une sorte de course à l'échalote qui n'est pas simple. Alors il faudrait effectivement, pas avoir une boule de cristal, mais vraiment être très très à l'écoute
des deux côtés, hein, côté entreprise et côté Anticipé. école. Donc toujours cette histoire d'échange, de table ronde, de mieux se connaître. Hein. Je crois que c'est vraiment le cœur de la solution, c'est que les entreprises et les écoles, les universités vraiment échangent au maximum pour que ces technologies soient vraiment identifiées et clairement, il y a des études qui prouvent que dans les années qui viennent, quand on parle de décisionnel, quand on parle de sujets comme cela, clairement, il va y avoir un gros manque de personnel sur ces technologies. Donc il faut vraiment être en amont. On a vu des évolutions aussi pour tourner sur un certain nombre de relations école-entreprise sur les 10 dernières années, où globalement, il y a entre 5 et 10 ans, on se retrouvait avec des PME qui recrutaient plutôt à Bac+5 et des grands groupes à Bac+2 et des grands groupes qui allaient plutôt à Bac+5. Pour les grands groupes en dessous de Bac+5, ça n'existait pas et on était sur des recrutements qui étaient très clairement au niveau du diplôme. Et on a même vu certains conseils de perfectionnement auxquels on participait où il y avait carrément plus, il y avait plus que des PME, il n'y avait plus du tout de grands groupes. Ces fonctions, donc je pense au métier du développement en particulier, il y a des fonctions de métiers où la valeur ajoutée a peut-être été moins perçue pendant une période, où il y a eu des tentatives de délocalisation. Je pense à des pays comme l'Inde et des choses comme ça. Et on a pu voir sur les 2 dernières années des grands groupes dire finalement c'est peut-être pas si facile, il y a un problème de langue, il y a un problème de décalage horaire, on travaille à distance, etc. Et donc on voudrait ramener des fonctions de type Bac+2 sur ces métiers-là. Donc ce qui est un peu une petite inquiétude pour nous, parce qu'on a de moins en moins de jeunes qui veulent sortir à Bac+2, Bac+3, ils poussent tous. Et si en plus, même les grands groupes se mettent à nous recruter du Bac+2, Bac+3 que seuls les PME recrutaient dans les années précédentes, on va vraiment avoir du mal à recruter dans les années à venir. Après, il y a un autre phénomène qui est assez rigolo à observer. Quand on se remémore avant l'an 2000, quand on interrogeait les jeunes, ils voulaient faire Google. Maintenant, ils veulent aller chez Google. Quand on se remémore cette époque de la bulle Internet, il n'y en avait pas un qui voulait aller travailler chez Microsoft. C'était triste. Chez Microsoft, on voulait créer sa boîte, on voulait faire ses discounts, on voulait créer des aventures. C'était un Eldorado, on voulait prendre des risques. Alors pour les jeunes, on a le sentiment que travailler dans une PME, c'est prendre un très grand risque. En ignorant le fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises de PME en informatique qui perdent des emplois ou qui se crachent en plein vol. Par contre, des dégraissages dans les grands groupes, ça existe aussi. Donc je pense que là aussi, il y a un message à faire passer. Il y a des bons profils pour des grands groupes et puis c'est pas forcément si risqué que ça que de travailler dans une PME et qu'il y a de belles aventures. On peut avoir plus facilement les clés du camion dans une PME que dans un grand groupe. Question, Jean-Louis? Oui, bonsoir à tous. D'abord, bravo au CIRPEN. On est heureux de voir que vous occupez de notre jeunesse et principalement, bien sûr, Agnès, dont on connaît l'engagement auprès des jeunes et de la formation professionnelle pour nos métiers. Moi, je suis Jean-Louis Blouin, je dirige une entreprise qui s'appelle I2S. Donc nous, on est un peu bancal parce qu'on est à la fois dans le hardware et le software. Mais ça me fait dire la chose suivante, c'est que dans nos industries, et je prononce le mot industrie volontairement, on assiste à une migration très importante de nos métiers. Je citerai que 2 exemples. Par exemple, l'Ectra, il y a 8 ans de ça, ou 10 ans de ça, pardon, avait à peu près 50 personnes dans le hardware, en électronique, et à peu près 20 personnes dans le software. Aujourd'hui, c'est toujours 50 personnes en électronique, mais c'est 250 personnes dans le software et dans le logiciel. Chez I2S, il y a la même mouvance. On se retrouve à peu près stable sur les métiers, je dirais, du hardware, et par contre, les métiers du software augmentent fortement. N'ayez pas peur des PMI, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de ça. Les métiers dans les PMI sont tout à fait divers et variés. Il y a énormément de développement. Dans beaucoup de PMI, vous rentrez comme un ingénieur technicien et vous finissez business developer à l'international avec une facilité que vous ne trouverez jamais dans les grands groupes. Et si j'avais quelque chose à demander aux
aux établissements de formation, ça c'est pas de nous aider justement à faire la mutation des métiers à l'intérieur de nos entreprises. Alors je ne sais pas si c'est par le contrat d'apprentissage, ça peut faire un débat, ou par des formations complémentaires qu'on pourrait faire à nos salariés lorsque justement ils veulent migrer d'un métier de technicien vers un métier de commercial et de business développeur. Une chose m'a étonné dans cette étude, et je voudrais avoir un peu une précision à propos de ça, parce que c'est quelque chose qui est un peu énervant en France. On voit souvent beaucoup de barreurs et assez peu de rameurs. Quand j'ai vu la proportion de chefs de projet par rapport au nombre de développeurs, ça m'inquiète un peu, et j'ai presque envie de dire aux organismes de formation, aux universités, écoutez, tous les jeunes ne peuvent pas finir chef de quelque chose à la fin, parce que c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, on peut offrir des carrières, bien sûr, et on est capable de rémunérer aussi bien des carrières d'experts et des carrières de commerciaux, mais arrêtez de raconter à vos jeunes qu'ils vont rentrer dans une société et que demain, ils vont être chefs de projet immédiatement et être payés comme quelqu'un qui a 15 ou 20 ans d'expérience. Et je dirais la même chose auprès des services, auprès des organismes de formation du commerce, parce que, bon, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais enfin, le commerce, ça commence par la vente, quoi. Ça ne commence pas par la communication et le marketing, quoi. Si vous ne connaissez pas vos clients, vous n'êtes pas coltiné avec vos clients, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, formez-nous aussi des gens qui soient capables de commencer par le b.a.-ba des métiers, puis qu'ensuite pourront progresser. Voilà. Vive l'industrie, vive les sociétés de services, et puis vive l'Alliance numérique, dont le CIRPEN fait partie. À ce sujet, je vous annonce quand même que le pôle numérique aquitain est en grande forme, puisque ça va se développer, et probablement la formation, l'apprentissage, les relations avec les établissements de formation va être au cœur des sujets prochainement de ce pôle numérique. Vous savez qu'on est en train de travailler avec Cap Digital sur ces sujets-là pour faire un pôle numérique aquitain. Et donc, je vous souhaite à tous longue vie. Merci. Merci Jean-Louis. D'autres questions? Oui. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va vous inviter à continuer peut-être le débat autour d'un verre. Donc, c'est en sortant salle Bamako. Et puis, quand vous partirez, n'oubliez pas de passer auprès de nos hôtesses qui vous remettront donc le contenu de l'étude et un annuaire. Et merci à tous pour ces échanges. Merci. Merci.